Faire ses propres recherches, on entend tout le temps ça. Mais c'est une bonne idée? Oui, la Terre est plate. Cherchez sur YouTube, il y a plein de vidéos qui révèlent la vérité. Si vous tapez certains mots-clés sur le web comme extraterrestre ou esclavage mental, vous allez voir, vous allez pouvoir tirer vos propres conclusions. Les gouvernements manipulent le climat depuis des années. Si vous faites vos recherches, tout est là. De prime abord, la phrase « Faites vos propres recherches » sonne comme une invitation à la curiosité intellectuelle et à la pensée critique. Et pourtant, de nos jours, cette expression est surtout devenue le mantra de ceux et celles qui remettent en question les consensus scientifiques. De la santé au climat, en passant par la nutrition et les technologies, l'invitation à faire ses propres recherches est souvent associée à une vision du monde complotiste où l'on présente les experts comme voulant nous tromper. Tandis que la vraie histoire, le bon remède, la solution serait au bout de nos doigts, à condition de chercher ailleurs que dans les sources officielles. On explore tout ça dans cet épisode. Bonjour et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Ici Ève Baudin en compagnie de ma collègue Kathleen Couillard qui est journaliste scientifique chez Science Presse. Allô Kathleen. Allô Ève. Alors aujourd'hui, Kathleen, on va plonger au cœur des origines de cette incitation de plus en plus fréquente à faire ses propres recherches, ce qu'elle cache et pourquoi faire ses propres recherches n'est pas aussi simple qu'on ne le croit. Oui, il y a en effet plusieurs pièges à éviter et c'est vraiment important d'en être conscient. Surtout que l'invitation à faire ses propres recherches, c'est de plus en plus populaire, en particulier sur les réseaux sociaux. En effet, et on pourrait dire surtout depuis la pandémie. Oui, aux États-Unis, des informateurs influents utilisaient cette phrase-là, le « do your own research », et ça, ils l'utilisaient abondamment pendant la pandémie. C'est le cas notamment du docteur Mercola, qui est un ostéopathe qui encourageait les lecteurs à ne pas croire les autorités ou les médias traditionnels, mais à faire leurs propres recherches pour découvrir la vérité sur les virus et les vaccins. Et on se rappelle peut-être qu'au Québec, on a eu des personnalités célèbres comme l'actrice Lucie Laurier, qui a incité les gens sur X à faire leurs propres recherches pour expliquer son refus à elle de se faire vacciner contre la COVID. Et c'est encore d'actualité parce que plus récemment, le ministre de la Santé des États-Unis, Robert F. Kennedy Jr., qui conseillait aux parents de faire leurs propres recherches sur les vaccins. Donc, cette invitation-là à faire ses propres recherches, elle est très, très courante dans certains types de contenus sur les réseaux sociaux. Oui, en effet. Cela dit, chercher à vérifier l'information par soi-même, c'est pas vraiment une idée nouvelle ou mauvaise en soi. Mais en fait, c'était déjà populaire à l'époque des Lumières. Donc, si on pense au philosophe René Descartes, qui aimait rappeler que les gens qui nous entourent et nos sens, ils peuvent nous tromper et qu'on ne devrait rien croire sans l'avoir d'abord vérifié. Et il n'était pas le seul à défendre cette idée-là. Par exemple, la Société royale de Londres, qui est l'équivalent de l'Académie des sciences en France, a adopté lors de sa création en 1660 le slogan « Nullis in verba » qui signifie « ne croire personne sur parole ». Et est-ce qu'on peut dire que le doute méthodique a joué un rôle dans la naissance de la science moderne? Oui, tout à fait. Le doute méthodique, donc, et ça consiste à remettre en question les connaissances acceptées et à retenir seulement celles qui vont résister à l'épreuve là, de la science, donc aux expériences, à un examen critique. Bien, cette façon de voir les choses-là, ça a joué un rôle central dans le développement de la science moderne. On peut penser, par exemple, à Copernic et ensuite Galilée, qui ont défendu l'idée que le Soleil était au centre de l'univers et non la Terre comme le défendait l'Église. Bien, ils sont partis un peu de cette idée-là qu'il fallait vérifier des choses qui étaient prises pour acquis. En effet. Et par la suite, leurs explications, elles ont été corrigées, où il y avait des petites erreurs, par exemple en spécifiant que les orbites des planètes n'étaient pas circulaires comme Copernic le pensait, mais plutôt elliptiques. Mais ironiquement,
de nos jours, l'expression « faites vos propres recherches » semble moins une invitation à adopter une approche scientifique, mais plutôt comme un rejet des consensus scientifiques. Et à preuve, ceux qui pensent que la Terre est plate utilisent cette expression. Oui, en effet, Copernic et Galilée doivent se retourner dans leur tombe aujourd'hui. Mais tu as raison, parce que de nos jours, l'expression « faire ses propres recherches », c'est beaucoup utilisé par les complotistes. Et d'ailleurs, le premier à utiliser vraiment cette phrase-là, c'est un monsieur qui s'appelle Bill Cooper dans les années 90. C'était un animateur de radio et lui était vraiment un très, très grand complotiste. Donc, il faisait pas du tout confiance au gouvernement et il imaginait là, un complot qui mettait en scène les Illuminati et les francs-maçons. Le but, c'était d'établir un gouvernement mondial qui allait aider les extraterrestres là, à asservir les êtres humains, là, rien de moins. Oh, on se croirait vraiment dans un film de science-fiction, là. Oui, exactement, mais le plus drôle, c'est que Bill Cooper a inspiré certains éléments de la série X-Files, où dans l'histoire, justement, il y avait une grande conspiration du gouvernement pour cacher les contacts avec les extraterrestres. Oui, une série très populaire là, dans les années 90, hein, X-Files? Oui, exactement. Donc, Cooper disait ça à tous les gens qui l'écoutaient à la radio, de faire leur propre recherche. OK, donc il serait l'inventeur de cette phrase clé. Alors, évidemment, quand Cooper parle de faire ses propres recherches, il parle pas de recherche scientifique qui respecte une méthodologie, de la recherche révisée par les pairs. Là. Je suppose qu'il n'apportait pas non plus de preuves scientifiques, qu'il y avait des extraterrestres qui voulaient nous rendre esclaves là, non plus. Là. Non, pas du tout. Bill Cooper proposait pas des documents officiels vérifiables, mais plutôt des transcriptions de documents secrets qu'il aurait vus lors de son service militaire, des témoignages indirects, des documents contestés. Donc, pas du tout de la littérature scientifique. Oui, donc tout ça, en fait, ce sont des drapeaux rouges là, du discours conspirationniste. Si ça vous intéresse, on a des épisodes là-dessus du balado Le détecteur de rumeurs. Donc, le message sous-jacent chez les conspirationnistes comme Cooper là, qui utilisent la phrase « faites vos recherches », c'est quoi? Bien, pour les adeptes des théories du complot, faire ses recherches, ça ne veut pas dire demeurer vigilant et critique devant les idées reçues, mais c'est plutôt de développer une méfiance envers les scientifiques et les institutions et aussi les médias. Par exemple, il y a une étude de l'Université de l'Oregon qui a été faite et qui a remarqué que les Américains avaient plus confiance en leurs propres habiletés à faire des recherches que dans les nouvelles partagées par les médias traditionnels. Donc, il y a vraiment une perception que les scientifiques et les journalistes sont corrompus ou ont des motivations secrètes. Oui, puis c'est quand même étonnant qu'on réussisse à instrumentaliser ce doute pour discréditer le consensus scientifique. Là. Je trouve sur des sujets qui en font l'objet depuis longtemps, comme par exemple le climat, la vaccination pour les enfants. Pourquoi est-ce que ce genre de discours-là fonctionne à notre époque? Bien, d'un côté, il faut admettre que la science, c'est complexe. Oui. Elle est parfois mal expliquée, souvent mal comprise. Mm-hmm. Puis, de l'autre côté, bien, dans les débats publics, on va vraiment mettre l'accent sur les idéologies, les intérêts économiques, l'opinion. Ça va primer tout ça sur les faits scientifiques. Et aussi, bien, il faut le dire, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement le temps ou les connaissances nécessaires pour faire la différence entre une information scientifique fondée et une opinion ou de la désinformation. Il faut dire aussi que les partisans des théories du complot offrent souvent des solutions simplistes à des problèmes complexes. Oui, absolument. Et en encourageant les gens à faire leurs propres recherches, bien, les conspirationnistes donnent des mots-clés bien, bien précis qui vont envoyer vers des pistes qu'ils ont eux-mêmes tracées. En effet. Donc, en résumé, l'invitation à faire ses propres recherches est aujourd'hui fortement reliée à une méfiance envers les institutions et les experts qui est entretenue par les adeptes des théories du complot. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va jusqu'à remettre en question des sujets qui font pourtant l'objet de consensus scientifiques. Et il faut faire attention aussi, car tout ça peut nous mener vers des mauvaises pistes, comme on va le voir à l'instant. Alors, Kathleen, avec le web et les milliards d'informations auxquelles on a aujourd'hui accès, on pourrait penser que c'est facile de faire ses propres recherches, mais il y a de nombreux pièges. Oui, la première chose dont il faut être conscient, c'est notre tendance à chercher des informations qui confirment ce qu'on pense et à éliminer celles qui vont à l'encontre de ce qu'on cherche à prouver. Non.
C'est pas vrai? Oui. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. C'est l'un de nos nombreux biais cognitifs. Ça nous mène à faire du cherry picking, comme on dit en anglais. Oui, et on fait ça effectivement sans s'en rendre compte. Exactement. Et un autre problème qu'on rencontre lorsqu'on tente de faire nos propres recherches, c'est que c'est difficile d'apprendre un sujet avec lequel on n'est pas familier, mais on s'en rend pas toujours compte. C'est un phénomène qu'on appelle la bulle du débutant. On a donc tendance à surestimer nos habiletés, à chercher et à interpréter de l'information parce que lorsqu'on est compétent dans un domaine, on croit que ça va être facile d'avoir la même expertise dans un autre domaine, mais c'est pas exactement le cas. Et aussi, on appelle ça l'effet Dunning-Kruger. Dans le fond, un débutant va penser qu'il a l'expertise dans un domaine où il connaît rien, mais l'expert, lui, va avoir l'impression qu'il connaît pas bien son sujet. Oui, effectivement, c'est vraiment une courbe là, où au début, on sait qu'on sait rien. Ensuite, on en apprend un peu et on se croit un spécialiste. Puis plus on en apprend sur le sujet, plus on réalise que finalement, c'est beaucoup plus complexe qu'on pensait. Et là, on commence à douter un petit peu de nos capacités. Il y a aussi le biais d'ancrage qui peut influencer. Exactement. Donc, si on voit plusieurs fois une information fausse, ça renforce sa crédibilité. C'est la technique de Trump, ça, non? En effet, la répétition permet l'ancrage. Ouais. Et est-ce que notre manière de chercher peut même faire en sorte qu'on soit moins bien informé? Bien, en fait, les études en psychologie ont montré que lorsqu'il est question de sujets complexes, comme par exemple le climat ou les vaccins, bien, les gens qui font leurs propres recherches ont tendance à être moins bien informés. Il y a même une étude dans Nature qui a démontré que lorsqu'on fait des recherches sur une fausse nouvelle, bien, on augmente les probabilités de croire à cette fausse nouvelle-là. Puis c'est quoi les explications derrière? Bien, c'est que souvent, les gens vont faire des recherches sur des mots-clés très précis et en cherchant ces mots-clés-là, bien, on se retrouve à aller chercher justement des fausses informations. Comme par exemple, si je me dis je veux en savoir plus sur la Terre qui est plate, bien, si je cherche le terme « Terre plate » dans les réseaux sociaux et les engins de recherche, bien, je vais trouver à peu près juste des documents, des contenus qui vont confirmer cette idée-là. Oui, puis d'ailleurs, les mots-clés sont souvent suggérés là, par les gens qui font de la désinformation sur un sujet X. Exactement. Oui. Dans d'autres cas, le problème, c'est qu'on ne trouve pas la bonne information sur le web parce qu'elle ne s'y trouve tout simplement pas. Oui, ça peut arriver sans raison de ce qu'on appelle le vide informationnel. Donc, quand on fait des recherches en ligne, on peut remarquer que parfois, il n'y a pas beaucoup d'informations de qualité sur un sujet. C'est souvent le cas, là, par exemple, quand il va y avoir une tuerie, un tremblement de terre, un feu. Dans l'immédiat, là, tout juste après l'événement, il n'y aura pas beaucoup d'informations sur le web, là. Oui, c'est parce que les fausses nouvelles se répandent vraiment très vite et il n'y a pas de vérification là, sur le moment qui est faite pour corriger les faits. Donc, en raison de ce vide informationnel-là, bien, on va juste trouver des informations qui confirment la fausse nouvelle si on fait une recherche sur ce sujet-là. Oui, en effet. Et ça a été aussi beaucoup le cas au début de la pandémie. Là. Il y avait beaucoup de désinformation à ce moment-là parce qu'il y avait tellement de points d'interrogation que c'était très propice à la désinformation, justement. Là. Oui, exactement. Et en plus, bien, si on fait une recherche sur Google et on tombe sur un site qui a l'air crédible, bien, peut-être qu'on ne s'apercevra pas que, en fait, ça dit n'importe quoi. Effectivement, il y a beaucoup de recherches là, qui montrent qu'on peut se faire duper par un site Internet qui adopte, disons, les couleurs d'un site de nouvelles ou qui a l'air très crédible. Donc, bref, ce que je retiens, c'est qu'il faut se méfier de ses propres biais cognitifs, faire attention à notre manière de chercher de l'information qui peut aussi nous mener tout droit vers des sites qui sont moins sérieux, disons. Kathleen, est-ce que ça veut dire qu'il faut éviter de faire ses propres recherches? Bien, ça sera un peu moralisateur là, de dire ça. Et comme on l'a vu au début, douter et avoir un esprit critique, c'est une bonne chose. Oui, donc dans le fond, c'est l'approche qui est importante là, quand on fait notre recherche. C'est ça qui fait la différence. Oui, ce qu'on veut, dans le fond, c'est améliorer notre capacité à bien utiliser l'information, c'est-à-dire essayer de corriger nos biais, nos préjugés, nos idées préconçues, nos préférences et d'être capable aussi de reconnaître les discours qui cachent de la désinformation. Donc, par exemple, en utilisant les bons mots-clés. Et en d'autres termes, ce qu'on veut, c'est vraiment adopter des bonnes techniques de recherche. Et puis aussi avoir une petite dose d'humilité, là. Oui, avant de commencer une recherche, on devrait toujours se poser quelques questions. Donc, est-ce que j'ai les compétences pour faire cette recherche-là? Qu'est-ce que je connais déjà du sujet?
Est-ce que mes bases sont assez solides là, pour que je puisse vraiment bien comprendre les informations que je vais trouver? Il faut aussi être conscient que faire ses propres recherches, ça signifie pas entreprendre soi-même un processus scientifique, là, parce qu'on n'est pas des scientifiques. Là. Oui, non, il y a personne qui va se mettre à faire des expériences dans sa cuisine. Et donc, au bout du compte, on va finir par se fier quand même à une autre personne qui nous transmet de l'information. Il faut donc s'assurer que cette personne-là ou cette organisation-là, elle est digne de confiance. Donc, quand on tombe sur des contenus, on devrait se demander qui sont les auteurs, quelles sont leurs compétences. Et c'est important aussi d'évaluer la crédibilité de ces sources-là en fonction du sujet qui nous intéresse. Par exemple, si je veux trouver de l'information sur les vaccins, bien, un chercheur en microbiologie ou en immunologie va être beaucoup plus pertinent que, par exemple, un informaticien. Oui, il faut que la personne soit spécialisée dans ce domaine spécifique. Mais moi, je trouve que c'est un point central, là, cette idée là, d'expertise dans un domaine précis. Je le répète, c'est super important. Là. Absolument, il faut vraiment vérifier ça. Ouais. Puis aussi, il faut aller un peu plus loin, donc se demander la personne qui nous parle, c'est quoi ses motivations, Oui. D'où vient son financement et l'information qu'elle nous présente, est-ce qu'elle est solide, est-ce qu'ils citent leurs sources, est-ce que les sources sont elles-mêmes crédibles et récentes, c'est vraiment plein de choses qu'il faut vérifier. Oui, oui, en effet. Et il y a la question des outils aussi qu'on utilise pour faire notre recherche. Oui, il faut choisir des outils de recherche qui vont permettre d'arriver à une réponse juste la plupart du temps. Par exemple, on sait que les agents conversationnels comme ChatGPT, ils font beaucoup d'erreurs, ils vont inventer beaucoup de choses. Souvent, ils ne citent pas leurs sources. C'est donc pas les meilleurs outils pour faire des recherches. Mm-hmm. On doit souvent faire aussi ce qu'on appelle une recherche latérale, c'est-à-dire qu'on doit aller vérifier la crédibilité des sources en les vérifiant une à une dans un moteur de recherche. C'est-à-dire que si je suis sur un site qui me parle d'un spécialiste et puis que je veux vérifier la crédibilité de ce spécialiste-là, je peux aller faire justement une recherche par mots-clés, mettre son nom et vérifier qu'elle est justement tout ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que cette personne-là travaille dans ce domaine? Est-ce qu'elle a des études? Est-ce qu'elle est affiliée à un centre de recherche sur ce sujet, etc. Là? Oui, exactement. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est vraiment vérifier ce qu'on lit au fur et à mesure qu'on lit. Et puis ça va nous permettre de déterminer la crédibilité de cette source-là, ses intentions, ses biais. On peut aussi chercher d'autres articles que cet auteur-là a écrits. Donc, ça nous donne une idée un peu de c'est quoi son discours habituel. Est-ce que, généralement, il défend plein de conspirations, de trucs comme ça? Ça peut être intéressant de faire ça. En effet. Puis, on peut vérifier ses propos. Donc, aussi en allant, par exemple, vérifier si une deuxième source et même une troisième source confirmerait ce qu'elle a dit. Mais c'est là où ça commence à être long, là, par exemple, faire tout ce processus de vérification. Vraiment, ça peut prendre beaucoup de temps et c'est pour ça que dans le fond, c'est mieux d'aller s'informer tout de suite auprès de sources fiables qui vont déjà avoir fait justement ces étapes-là et qui vont éviter qu'on ait à le faire nous-mêmes. Par exemple, nos articles sur le détecteur de rumeurs, bien, on a déjà fait toutes ces vérifications-là. Donc, ça peut sauver beaucoup de temps quand on cherche à en savoir plus sur un sujet. Mais c'est pour ça que la question de où on s'informe, elle est super importante. La notion de source, s'informer directement sur des médias traditionnels qui ont un code de déontologie, qui ont des journalistes là, qui font bien leur travail, qui sont transparents sur leurs sources, ou encore auprès d'organisations en santé qui sont reconnues comme étant crédibles, bien, ça nous évite tout ce travail-là à faire de vérification. Là. Exactement. Cela dit, même quand on s'informe auprès de sources fiables, parfois, on peut remarquer qu'une nouvelle est moins bien rapportée. On peut tomber donc sur des nouvelles qui rapportent, par exemple, des résultats d'une nouvelle étude. Alors là, il faut reconnaître peut-être des petits drapeaux rouges, hein? Oui, c'est important d'être vigilant aussi parce que les résultats scientifiques sont souvent réinterprétés par les médias ou par des influenceurs et là, leur signification réelle peut se perdre un peu là, dans la traduction. Donc, même les journalistes peuvent parfois tirer des conclusions à partir de résultats alors que ce n'était pas l'intention des scientifiques au départ. Alors, même lorsque le site est crédible, on reste vigilant. Mm-hmm. Et ça serait quoi, justement, les signes à surveiller pour reconnaître une nouvelle scientifique qui est mal rapportée? Bien, on devrait d'abord se méfier lorsque les conclusions d'études faites sur des animaux sont appliquées aux humains. Par exemple, si on nous parle d'un nouveau traitement pour traiter la calvitie, mais que ça a été testé sur des souris, mais on
peut se dire que ça ne sera pas nécessairement efficace chez des humains. Oui, parce que c'est souvent ça le cas. Là. La majorité des cas, c'est ça, en fait. Hein? Les études sur les animaux ne sont pas applicables aux humains. Là. Oui, et malheureusement, pourtant, on en parle beaucoup dans les médias. Oui, vraiment. On devrait aussi être vigilant si les termes techniques sont remplacés par des descriptions sensationnelles ou si on remplace les graphiques qui sont très techniques là, dans les articles scientifiques plutôt par des images. Et bien sûr, là, si on nous parle de remèdes miracles, on devrait toujours se méfier parce que tous ces éléments-là, ben, ça peut changer complètement l'interprétation que l'on fait des résultats d'une recherche. Oui, ce sont des drapeaux rouges. Et il y a une chose importante, c'est une nouvelle scientifique devrait citer l'étude dont toutes les questions, là. Oui, parce que ça peut nous aider à justement vérifier s'il s'agit d'une bonne étude. Exactement. Et comment on reconnaît ça, une bonne étude, justement? Bien, c'est pas toujours facile de déterminer la qualité d'une étude, et ça pour plusieurs raisons. Mais d'abord parce qu'il y a vraiment plusieurs types d'études différentes et c'est important de comprendre qu'elles n'ont pas toutes la même valeur. Oui, donc par exemple, on le disait tout à l'heure, une étude réalisée sur les animaux ou des cellules en culture, c'est moins convaincant qu'une étude faite sur des humains. Ça ne veut pas dire que l'étude comme telle, elle est pas bonne, mais c'est parce qu'il y a plein d'autres étapes à franchir avant que ça s'applique aux humains. Oui, exactement. Une étude qui est réalisée sur des souris ou des cellules en culture aussi, des fois qu'on voit, là, c'est pas une mauvaise étude en soi, mais comme les humains, on n'est pas des souris géantes, on n'est pas des masses de cellules, mais on peut pas toujours savoir si ces résultats-là vont être pertinents. Donc, c'est un super bon début de recherche et c'est vraiment essentiel pour faire avancer les connaissances, mais c'est pas suffisant pour justifier, par exemple, l'utilisation d'un traitement chez un humain. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut vérifier? Bien, on peut se demander si l'étude a tenu compte d'autres facteurs qui pourraient avoir un impact sur le résultat là, qui est à l'étude. Par exemple, si on a des scientifiques qui veulent déterminer si les gens qui mangent beaucoup de fruits et de légumes vivent plus longtemps, bien, le problème qu'ils peuvent rencontrer, c'est que l'espérance de vie, elle est influencée par plein d'autres choses. Et donc, il faut voir justement si les personnes qui mangent plus de fruits, est-ce qu'ils ont d'autres caractéristiques? Par exemple, est-ce qu'ils font plus d'exercice? Ça, c'est des choses qui pourraient affecter leur santé. Donc, quand on est devant une bonne étude, on devrait avoir tenu compte de tous les facteurs comme ceux-là qui peuvent influencer les résultats. Oui, c'est des facteurs confondants là, qu'on appelle. Exactement. Mm-hmm. Et c'est d'ailleurs en raison de ces facteurs-là là, qu'une bonne étude va souvent avoir un groupe de contrôle. Oui, dans les études qu'on appelle d'intervention ou expérimentales, on va prendre 2 groupes. Un des groupes va recevoir le traitement qui nous intéresse et l'autre groupe, qu'on appelle le groupe contrôle, va recevoir un placebo. Et si en plus, les scientifiques ont vraiment divisé les participants complètement au hasard, c'est encore mieux. Donc, ce genre d'étude-là va être vraiment solide parce que ça va justement diminuer l'effet de tous ces autres facteurs-là là, qui pourraient influencer les résultats. Oui, c'est vraiment effectivement un élément important. Et un autre point à vérifier, c'est est-ce que l'article a été publié dans un journal avec un comité de révision par les pairs? Très important. Oui, vraiment très important. Le processus de révision par les pairs, ça signifie qu'il y a des experts du même domaine qui vont relire l'article scientifique et ils vont faire des commentaires sur la qualité de l'étude et ils pourraient même des fois demander des expériences supplémentaires ou des corrections s'ils ne sont pas satisfaits. Et donc, suite à cette révision-là, bien, l'article pourrait être soit refusé ou accepté selon le verdict du comité de révision. Donc, tout ce processus-là, bien, ça permet de diminuer les risques qu'il y ait des erreurs ou des résultats mal interprétés et donc, ça augmente vraiment beaucoup la crédibilité d'un article scientifique. Oui, la révision par les pairs, là, c'est vraiment un formidable moyen, là, justement, de nous rassurer sur la qualité d'une étude. Mm-hmm. Puis, il faut faire attention encore plus de nos jours avec les revues qu'on appelle prédatrices qui publient des études un peu tout croche, on pourrait dire. Oui, là. exactement. Donc, c'est vraiment un point important. Puis, un dernier élément peut-être à vérifier, c'est les conflits d'intérêts. C'est pas toujours facile, mais c'est précisé quand même dans l'étude. Oui, bien, c'est important de vérifier les affiliations des auteurs, essayer de voir s'ils travaillent pour l'industrie. Des fois, ils ont reçu des subventions de la part de compagnies qui ont des intérêts financiers là-dedans. Donc, généralement, si on est devant un bon article, ça devrait être spécifié à la fin de l'article. Là. Il y a une déclaration de conflit d'intérêts, mais on peut aussi faire une recherche là, sur les équipes de chercheurs pour en savoir plus là-dessus. S'il y a un conflit d'intérêts, ça ne fait pas en sorte que l'étude est nécessairement mauvaise, mais ça peut quand même nous aiguiller, soulever des questions, en effet. Oui, c'est ça. On va savoir que peut-être qu'il faut en prendre et en laisser avec l'étude dans ce cas-là. C'est ça, exactement. Donc, Kathleen,
Ça prend du temps faire ses propres recherches. Hein? Ça serait ma conclusion. On le sait, hein, parce que c'est ce qu'on fait comme travail, de faire de la vérification. Ça demande beaucoup de temps. Peut-être que c'est une chose qui n'est pas très connue du travail de journaliste, hein, ou qui est mal comprise. Mais nous, on sait que ça prend beaucoup de temps. Combien de temps tu mets sur tes articles, toi, par exemple, pour donner un indice? Ça peut facilement prendre là, quelques jours de recherche là, juste pour bien débroussailler le sujet et tout ça. Là. Donc, c'est beaucoup moins simple que ça a l'air de faire ses propres recherches. Mais au moins, avec quelques astuces qu'on a données aujourd'hui, on peut en faire un minimum puis au moins repérer les drapeaux rouges dont on a parlé. D'ailleurs, aiguiser son esprit critique, c'est quand même à la portée de tous. Alors, si vous voulez avoir une meilleure littératie scientifique, il y a l'agence Science Presse qui a développé un cours de littératie scientifique en ligne qui s'appelle « Décoder l'info scientifique ». C'est offert gratuitement en ligne. Et si vous faites partie d'une organisation, vous pouvez aussi recevoir un journaliste en classe, un journaliste scientifique qui vous donnera une formation, qui donnera des astuces pour bien faire ses propres recherches. Je mettrai les informations sur le cours et la formation dans les notes du balado. Alors, merci Kathleen d'avoir été avec nous et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à le partager avec vos amis. Le détecteur de rumeurs est une production de Science Presse qui est soutenue par le scientifique en chef et les fonds de recherche du Québec. Mon invité aujourd'hui était Kathleen Couillard, journaliste scientifique chez Science Presse. À la réalisation, Claudie Fortier-Saint-Pierre. Au mixage sonore, Jonathan Toyon. À la production et à l'animation, moi-même, Ève Baudin. On se retrouve au prochain épisode.